Bien, donc comme l'a dit Swazit, on va essayer d'élargir notre raisonnement, notre façon de comprendre les choses au niveau du sol et de la biodynamie, avec un petit exercice sur la notion de polarité. Alors, cette polarité, on peut la décliner de plein de façons, il ne faut pas le faire de façon trop intellectuelle. Mais au niveau de l'agronomie, on raisonne surtout sur le monde sensible, c'est-à-dire le monde observable, percevable par les organes des sens. Et dans ce monde sensible dont s'occupe aussi l'agronomie, c'est surtout le domaine des substances. Ces substances, il faut les voir d'une part comme des manifestations, des concrétisations de force, de choses immatérielles, et l'autre aspect des substances, c'est que soit on est vraiment matérialiste et on pense que ce sont les substances qui ont une intelligence, font preuve d'amour, d'intelligence et organisent tout pour nous, soit il faut bien admettre que ces substances ne sont pas elles qui sont le fondement de tout ce qui se passe. Et le fondement de tout ce qui se passe dans l'optique de Rudolf Steiner, c'est un arrière-plan immatériel qu'il appelle le monde suprasensible. Et ce monde suprasensible, par définition, il est inaccessible aux organes des sens. Mais il n'est pas pour autant un fouillis désorganisé. Il est au contraire très organisé, et non seulement organisé, mais aussi organisateur du monde sensible. Alors je suis loin d'avoir encore tout compris dans ce domaine-là, mais quand on lit un petit peu Steiner, il y a deux catégories de forces. Les forces qu'il appelle formatrices, qui sont vraiment les organisatrices du monde sensible, et les forces de vie, qui n'ont pas le même rôle, mais qui agissent en complémentarité dans tous les processus du vivant. Alors au niveau matériel, si on repart au niveau du sol, le sol c'est aussi une interface, un domaine où deux influences coexistent. D'une part, la matière minérale. Cette matière minérale, c'est vraiment la plus grosse partie du sol, représente à elle seule 90-98% du sol. Cette matière minérale, qui est fournie par la géologie, c'est de la matière morte. Elle est totalement inanimée, elle ne possède pas les propriétés du vivant, et le sol, le fonctionnement du sol, utilise cette matière minérale, mais les qualités de fonctionnement du sol ne reposent pas là-dessus, mais sur une matière moins abondante, qui est la matière organique. Et en fait, cette matière organique, là aussi, il faut la voir pas tellement comme organisatrice, mais comme le résultat d'une organisation. Et ce qui fait que le sol fonctionne, c'est tout ce qui est vivant dans le sol. Et les plantes en font aussi partie, bien sûr. Et la vie du sol, on y reviendra un peu au fil de l'exposé. Il faut la gérer, mais la gérer au profit de la plante, du monde végétal. Mais on ne peut pas penser, c'est en tout cas le point de vue de Rudolf Steiner, que la vie vient du monde minéral. Ce n'est pas un beau jour, des minéraux se sont transformés en acide nucléique, en bactéries ou des choses comme ça. Parce que le minéral est sécrété par le vivant, mais jamais le minéral ne peut fabriquer du vivant. Tout comme notre organisme peut fabriquer un squelette, mais un squelette est incapable de fabriquer un organisme vivant. Même si vous mettez deux squelettes ensemble, un masculin, un féminin, ça ne fera toujours pas des petits enfants. Donc la version de Steiner, c'est qu'il y avait des formes de vie qui préexistaient au monde minéral. Ces forces de vie étaient plus ou moins indifférenciées, on pourrait dire, et elles se sont différenciées dans des processus un petit peu de décantation, d'une part dans le sens du monde végétal, et d'autre part dans le sens du monde animal. Et cette différenciation, on pourrait dire qu'elle est d'un côté de l'extériorisation dans le monde végétal et de l'intériorisation dans le monde animal.
Ce monde végétal va se dépenser dans l'extériorisation, ce que disait un petit peu Jean-Michel, et il va aller jusqu'à fabriquer du monde minéral. Alors le minéral, aussi que fabrique le monde végétal, ça s'appelle le bois. Et les plantes pérennes sont un petit peu intermédiaires entre des plantes annuelles et du monde minéral. La partie qui s'appelle la lignine, ce bois, est déjà quelque chose de mort, de fossilisé. Et parler de bois mort, c'est un peu de la provocation, mais c'est presque un pléonasme. Le bois, il est déjà un petit peu mort. Donc il n'est pas tellement capable de redonner de la vie. Et le monde animal, lui, il intériorise les phénomènes. Déjà au stade embryonnaire, l'embryon se retourne, s'invagine pour faire la gastrula. Et le règne humain, il poursuit ce processus d'intériorisation. Il va encore plus, c'est pas la même logique qu'en passant du végétal au minéral, c'est une logique d'intériorisation encore plus accentuée. C'est notre activité psychique qui va consommer nos forces de vie. Alors la base de la biodynamie, c'est quand même gérer cet équilibre entre les forces de nature végétale et de nature animale. Les forces de nature purement végétale, on les trouve à l'état le plus pur, on pourrait dire, dans les plantes annuelles et dans les plantes annuelles avant le stade de la floraison. Le processus de croissance purement végétatif, Steiner appelle ça l'expression des forces éthériques. C'est de la croissance végétative pure. Ces forces éthériques de croissance, elles sont présentes bien sûr dans le monde animal, mais dans le monde animal, il y a une différenciation, déjà une consommation de ces forces de vie par l'organisation interne de l'animal, que Steiner appelle des forces astrales. Alors ces forces astrales, elles sont bien sûr présentes dans les planètes du système solaire, mais il faut avant tout les comprendre comme des forces de nature animale, qui sont complémentaires par rapport aux forces végétales, mais qui consomment les forces végétales, un petit peu comme la vache mange de l'herbe. Ces forces animales ne sont jamais entièrement présentes dans la plante, mais la plante devient un petit peu animale à partir de la floraison et de la fructification. Il y a des plantes qui sont plus ou moins proches, et notamment on peut les regarder aussi du point de vue de leur floraison, de la position des fleurs, des fruits par rapport à la plante elle-même. Alors tout à l'heure je disais que les substances étaient des concrétisations de force. C'est vrai pour toutes les substances, mais dans la troisième conférence, Steiner insiste sur les principales, notamment sur l'oxygène, qui pour lui est la concrétisation de toutes les forces éthériques, les forces de vie. Alors cela dit, ces forces de vie concrétisées dans l'oxygène, c'est l'oxygène plutôt à l'intérieur de l'organisme vivant ou à l'intérieur du sol. L'oxygène qui nous entoure, qui nous sert de respirer, il est mort. On ne pourrait pas vivre, être conscient dans un oxygène vivant. Et la deuxième substance, la plus importante, on pourrait dire, c'est l'azote. Cet azote, c'est lui qui va permettre aux forces de vie de coexister avec la substance organique. Et c'est l'incarnation des forces qu'on appelle astrales. Donc il est forcément plus de nature animale. Et comme je le disais, de gérer un équilibre entre des forces végétales et des forces animales, on pourrait dire que la biodynamie et également l'agronomie, c'est aussi gérer un équilibre entre l'oxygène et l'azote. Les deux armes pour ça s'appelle le travail du sol pour l'oxygène et la gestion organique pour apporter plus ou moins d'azote. On va voir pourquoi c'est de l'azote organique et pas de l'azote minéral. Alors cela dit, la plante ne dépend pas que du sol. La notion de terroir existe et détermine des fonctionnements de plantes, mais la plante, avant tout, c'est un peu le point de départ des conférences de Steiner, elle s'oriente dans un champ de force cosmique. C'est vrai pour toutes les fleurs, mais des fleurs comme l'asphodèle, quand on regarde le comportement de la plante, on ne peut pas expliquer ça par de la gravitation des forces terrestres. Alors cette asphodèle est superbe parce qu'elle pousse dans un terroir où il y a un fort caractère. C'est une photo que j'ai prise au Pays Basque il y a quelques années. Mais le caractère basque n'explique pas totalement la lévité de la plante et
l'allure vers le ciel. Peut-être que les Basques sont plus sensibles au cosmos, mais il y a quand même une influence cosmique chez les Basques et ailleurs. Donc la plante, dans son comportement, dépend des substances du sol, mais va s'orienter dans un champ de force cosmique. Et ça, là, elle le fait à la manière de l'aiguille aimantée d'une boussole. Elle n'est pas consciente de ça, mais elle est obligée de s'orienter dans ce champ de force cosmique. Et donc, dans toute cette plante, il y a toujours une part d'influence terrestre, une part d'influence cosmique. Alors, Steiner donne quelques indications. Ce qui relève de l'influence terrestre, c'est avant tout la forme, ce qui relève de la fertilité des sols. On va avoir des plantes qui occupent beaucoup de volume, qui font du rendement, pour employer un gros mot. Et ça va se manifester dans la floraison, dans la fructification, dans l'abondance et la grosseur des fruits. Et cette influence terrestre, quand elle descend dans le domaine de la racine, ça fait aussi des systèmes racinaires fasciculés qui occupent beaucoup de volume. L'influence cosmique, c'est un petit peu l'inverse. L'influence cosmique, elle va se manifester dans la structure, dans la verticalité. Au départ, dans les racines, parce que l'influence cosmique ne s'exprime pas directement, intégralement au-dessus de la surface du sol. Il y a toute une partie de l'influence cosmique, notamment des planètes lointaines, qui passent par le sol et qui remontent dans la plante à partir de la racine. Et cette influence verticalisante va se poursuivre dans la tige et dans la graine. Et les plantes qui manifestent le plus cette influence cosmique vont avoir plutôt des systèmes racinaires pivotants. Et quand ça monte juste au sommet de la plante, c'est cette influence cosmique qui va être responsable de tous les phénomènes de coloration. C'est un petit peu pour ça que Jean-Michel disait que la floraison de la vigne, c'est quand les feuilles prennent des couleurs. Donc toutes les couleurs, les arômes sont des influences cosmiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas de science agronomique pour gérer des influences des arômes ou des couleurs. Au contraire, plus on fait de l'agronomie, plus on fait du terrestre, du rendement, mais plus on va perdre ces influences qualitatives de couleurs et d'arômes. Alors cela dit, c'est là où il faut essayer de comprendre la fonction des éléments. Et l'azote, c'est vraiment la question fondamentale en agriculture, et c'est une question assez compliquée à comprendre. Alors cet azote, en agronomie de base, la gestion de l'azote, c'est pour faire de la vigueur, du rendement. Mais en fait, cette influence de vigueur et de rendement, c'est un effet indirect. L'azote, en tant que porteur des forces astrales, va attirer les forces éthériques, mais la croissance n'est pas directement le fait de l'azote. L'azote, sa finalité, c'est d'aller vers la fructification, en tant que reflet des forces astrales. Et donc, toutes les plantes ont besoin de cet azote, et il faut comprendre comment l'azote agit pour relier les plantes au cosmos. Donc la bonne compréhension de l'azote, elle est importante en agronomie, mais je dirais qu'elle est presque encore plus importante en biodynamie si on veut relier les plantes au cosmos. Alors c'est des sujets qui préoccupaient Steiner depuis longtemps, parce que c'est un extrait de conférence au moins 2 années avant le cours aux agriculteurs, et même on trouve des conférences encore plus antérieure où Steiner parlait déjà de ces fonctions de l'azote dans le cycle végétatif. Et dans son introduction, ou dans le compte-rendu du cycle d'agriculture, il fait la distinction entre la fumure vivante et la fumure morte. Et donc c'est le problème des engrais minéraux. Les engrais minéraux naturels sont morts. Les engrais minéraux de synthèse sont encore plus morts que les minéraux naturels, et donc ne peuvent pas améliorer la vie du sol, la vie des plantes, la qualité alimentaire des plantes. Donc dès qu'on investit dans de l'azote minéral pour améliorer des choses un petit peu extérieures, ça se traduit forcément par une baisse
de qualité, une augmentation des problèmes phytosanitaires. Donc la gestion de l'azote, il faut qu'il soit vivant, et l'azote de l'air est également mort, comme l'oxygène. Pour qu'il devienne vivant, il faut qu'il passe dans le sol, ou qu'il soit issu d'un organisme vivant, à travers le fumier par exemple, ou des engrais verts. Alors, dans la notion de polarité, on peut la voir aussi dans le temps. Et dans le temps, on peut le voir aussi du point de vue du carbone, entre ce qui se passe au-dessus de la surface du sol et en dessous de la surface du sol. Au-dessus de la surface du sol, c'est le royaume de la plante verte qui fait la photosynthèse. La photosynthèse, c'est à partir du gaz carbonique, la plante construit sa substance. Il n'y a que la plante verte qui sait faire ça. Et le plus étonnant dans l'histoire, c'est qu'en partant du gaz carbonique et du carbone totalement dépourvu d'énergie, c'est la forme la plus oxydée, la plus pauvre en énergie du carbone, la plante arrive à faire de la matière organique riche en énergie. Et cette richesse en énergie, elle est fournie par le soleil. Donc au-dessus de la surface du sol, il y a une accumulation d'énergie dans le végétal, tant que la plante est vivante, et dès que la plante meurt, elle va se décomposer. Et ça, on passe en dessous de la surface du sol. Il n'y a plus de photosynthèse. Il y a quelques organismes qui arrivent à être autonomes en énergie, mais la plupart ne sont pas autonomes en énergie, comme les animaux et nous. Ils vont récupérer l'énergie lors de la décomposition de la matière organique. Et l'important pour eux, c'est surtout récupérer de l'énergie, comme l'important pour notre alimentation, c'est d'avoir suffisamment de calories. Et dans ce processus, le carbone, même dans les plantes annuelles et encore plus dans les plantes pérennes, il y en a déjà une partie qui s'appelle de la lignine, du bois, qui ne va pas être décomposable. Il contient encore de l'énergie, mais cette énergie n'est pas récupérable par le vivant, alors qu'elle a été fabriquée par le vivant. Et ce carbone de moins en moins décomposable, c'est un petit peu ce qu'on appelle l'humus stable. Mais dans la formation de l'humus, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure avec un phénomène opposé à la formation de l'humus. L'important, c'est la formation, ce n'est pas l'humus déjà formé. Et c'est dans ce sens-là que Steiner comprend l'importance de la fumure. L'importance de la fumure, pour Steiner, c'est supporter la croissance végétale, aider la végétalisation vers la croissance végétale. Et donc, le moyen pour entretenir cette force végétale dans le sol, c'est qu'il y ait suffisamment de déchets organiques qui se décomposent suffisamment loin dans le sol. Mais l'important, c'est le processus de décomposition. C'est si on ramène des choses déjà décomposées ou des choses non décomposables, on n'entretient pas la vitalité du sol ni la vie des plantes qui poussent au-dessus. Alors un petit peu plus loin, dans la 7e conférence, Steiner parle un peu des besoins plus ou moins importants de fumure, parce que si le sol est déjà suffisamment vivant, ça peut exister, il n'y a pas besoin de fertiliser et ça pousse bien. Et inversement, moins le sol est suffisamment vivant, plus ça va être nécessaire d'apporter une fumure. Alors l'indicateur de manque de vitalité du sol, Steiner en parle dans la 7e conférence en parlant de l'écosystème et de la forêt. Ce manque de force de vie qu'il attribue en premier au sol forestier, c'est ce qui permet la présence des larves. Les vers blancs, les taupins, les blanules, toutes ces petites bêtes utiles dans la litière forestière ne peuvent exister dans cette litière que justement parce que le sol n'est pas très vivant. On va les trouver aussi en abondance dans les friches, dans les milieux peu fertiles. Et des fois, on les favorise aussi par des pratiques agricoles en reconstituant un peu l'équivalent d'une litière forestière. Et la situation inverse, on peut avoir des sols excessivement vivants, et ces sols excessivement vivants vont favoriser, en termes de régulation, la présence des vers de terre. Donc ces vers de terre et ces larves sont des indicateurs
et notamment les vers de terre, cherchent à réguler, à rééquilibrer les choses. Parce que les forces de vie, il faut que ça soit vivant, mais trop de vie va poser des problèmes pour la santé des plantes aussi. Donc, comme le dit Steiner, il faut remercier les vers de terre qui consomment l'excès de force de vie qui deviendrait préjudiciable à la santé des plantes. Alors, j'ai un petit peu anticipé sur la diapo, mais... Et ce sont on peut les remercier parce qu'ils ne se posent pas plus de questions que les bons serviteurs fidèles dans les maisons qui ont des employés. Même si le patron fait des conneries, les serviteurs corrigent et rattrapent les conneries. Et les vers de terre font un petit peu ça. Sauf que des fois, on fait tout pour les favoriser, qu'ils aient plus de boulot, de rattrapage à faire. Alors, bien sûr que la croissance de base, la fertilité de base, c'est de la tendance à l'expression du végétal. Mais l'expression du végétal n'est pas complète si on ne prend pas en compte ses forces astrales, parce que le végétal va aller jusqu'à la fructification. Au stade, il devient un petit peu animal. Et donc, même si sur un plan matériel, on pourrait dire que de l'azote végétal, c'est équivalent à de l'azote animal, pour Steiner, ce n'est pas vraiment le cas. Parce que tout ce qui se passe dans l'expression du végétal, c'est majoritairement des forces éthériques, des forces de croissance, qui vont permettre à la plante de faire des feuilles, mais qui ne lui permettent pas vraiment d'aller jusqu'à une qualité de fructification. Donc le fumier, notamment le fumier de vache, c'est la fumure la plus intéressante, la plus équilibrée, à condition que ce fumier, contienne à la fois des forces végétales, des forces éthériques et des forces astrales. Et là aussi, il faut gérer du fumier correctement, aller dans le sens de la fameuse relation intime avec la fumure, c'est-à-dire comprendre dans quelle mesure le fumier est encore riche et facile à utiliser. Et au contraire, il y a peut-être des stades où il a perdu totalement sa richesse. Alors cette notion de plus ou moins grande vitalité de la fumure, on peut la développer soi-même le lien intime avec son ressenti, mais on peut aussi un peu l'objectiver par des techniques qui permettent de visualiser un peu ses forces. Et entre autres techniques, il y a une technique développée par Pfeiffer, ça s'appelle les cristallisations sensibles. On a déjà parlé dans d'autres colloques. Mais cette technique de cristallisation dite sensible, une fois que c'est cristallisé, il n'y a plus du tout de sensibilité, mais c'est dans le phénomène de cristallisation du cuivre, si on rajoute une substance, que ce soit un aliment ou un compost, la cristallisation va emmagasiner un peu les forces de vie du produit qu'on cherche à étudier. Alors je vous montre l'image d'un fumier, un fumier de bovin, à l'état frais. C'est une image, vous voyez, un petit peu bouillonnante, qui a plein de forces de vie, qui a des forces de chaleur, qui a des forces très équilibrées, mais qui est encore un peu trop, peut-être bouillonnant. Et je vous montre l'image inverse, c'est un compost parfaitement stable, issu de déchetterie, avec beaucoup de bois de thuya compostés bien longtemps, jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il n'y a plus rien qui soit fermentescible. Alors cette image-là, elle est structurée, mais elle est totalement morte. Elle est aussi jolie et structurée qu'un squelette. Il n'y a plus du tout de vitalité dans ce compost de déchets verts. Et par contre, le fumier de bovin non composté, lui, présente peut-être un excès de vitalité, un manque de régulation de cette vitalité. Et l'intérêt du compostage, c'est de réguler cette vitalité sans trop la perdre. Alors j'ai mis là une courbe qui est un peu l'évolution de la température d'un tas de compost quand on met du fumier en tas. Je vous remets l'image du fumier frais. Un mois, c'est du compost dans lequel on a mis les préparations biodynamiques pour le compost. Un mois après, la fumure a totalement changé. Elle ne sent plus le fumier.
mais la garder, elle présente là un équilibre entre les forces de vie et les forces de structuration. Et donc en un mois, les préparations biodynamiques du compost ont aussi fait leur travail. On a encore un produit capable de donner de la vitalité au sol. Et après, plus on attend, on n'est pas obligé de l'utiliser tout de suite, mais après, plus on attend, plus on va auto-consommer, le tas de compost va auto-consommer ses forces de vie. Et si on aboutit à un compost un petit peu vieux, on n'a plus du tout de vitalité. Parce que là aussi, ça ressemble à du terreau, à ce fameux humus stable qui sent bon, le sous-bois, les champignons. Mais à ce stade-là, tout est consommé. Donc si on l'amène à ce stade-là dans le sol, on ne peut pas trop améliorer, entretenir la vitalité du sol. Et le fondement de la biodynamie, c'est ce que Steiner développe dans la 4e conférence, c'est bien sûr bien comprendre cette fumure matérielle qui doit ramener des forces de vie au sol, mais l'apport fondamental de Steiner, c'est de compléter cette fumure matérielle par une fumure qu'il qualifie de spirituelle, avec les 2 préparations pour les sols et les plantes, qu'on appelle la bouse de corne et la silice de corne. Mais c'est seulement la fin de la 4e conférence. Il explique bien que cette fumure spirituelle ne peut pas remplacer la fumure matérielle. C'est un complément qui va améliorer les choses de manière significative, mais qui, la plupart du temps, n'est pas une substitution de la fumure, mais un complément à la fumure. Alors, il parle de la bouse de corne. Pour la silice de corne, on va le voir, c'est encore moins justifié de parler de fumure pour la silice de corne, parce que c'est plutôt un effet de régulation de la plante que de vitalisation de la plante. Et ces 2 actions complémentaires de la bouse de corne et de la silice de corne, je les ai qualifiées de centrifuges et de centripètes. Alors si je m'étais consulté avec Jean-Michel, j'aurais pu reprendre les photos de ces renoncules de tout à l'heure en milieu humide, obscur et en milieu lumineux. La bouse de corne, c'est un effet centrifuge qui va faire que tout va croître, augmenter, faire des feuilles larges. Et l'action de la silice, c'est un effet centripète qui va sculpter, structurer la plante, dans le meilleur des cas, mais qui peut aller même jusqu'à quand même stresser un peu la plante. Parce que c'est de la lumière à un sens presque brûlant. Alors, au lieu de regarder les photos de renoncules, on peut regarder aussi des images de cristallisation de bouse de corne ou de silice de corne. Une bouse de corne après dynamisation, ça donne cette idée centrifuge, avec une densité de force qui rayonne vers l'extérieur. Et la silice, qui est déjà une substance minérale, ça ne donne pas du tout le même type d'image. Ça donne vraiment une image de dévitalisation, de structuration, de dévitalisation, qui est totalement centripète. Alors l'arrière-plan de cette vie végétale, c'est aussi dans les substances minérales, il y a des choses qui sont importantes pour la vie de la plante. Et pour Steiner, les 2 substances les plus importantes, c'est le calcium et la silice. Et ce calcium et cette silice aussi vont jouer en polarité, qu'on peut qualifier de force de croissance et de force de dépérissement. Le calcium, il est indispensable à la plante, notamment dans la fructification. Et à l'état naturel, ce calcium, il est, on pourrait dire, c'est un hyperactif. Cet hyperactif, il est tiraillé entre 2 tendances. Une tendance minérale, où il a consommé toute la vitalité des acides organiques pour faire du carbonate de calcium, du calcaire totalement fossilisé. Et celui qui n'est pas fossilisé par le calcaire va profiter à la plante dans les phénomènes de croissance, de reproduction, qui permettent à la plante de bien se développer. L'arrière-plan de ce calcium, c'est aussi des forces planétaires.
Et la planète qui correspond le plus à la croissance, de la naissance à la croissance, c'est la Lune. Et pour que les forces de la Lune et que le calcium aussi s'expriment, il faut de l'eau, des conditions d'humidité. La substance active, l'équivalent du calcium, ce n'est pas la silice à l'état purement minéral, c'est l'acide silicique. Cet acide silicique, il est soluble dans l'eau, les plantes en absorbent avec l'eau. D'après Steiner, les plantes en absorbent aussi par rayonnement direct dans l'air. Cet acide silicique aussi peut avoir une forme totalement inerte, cristallisée, fossilisée dans le quartz. Et sinon, il va rentrer dans les plantes et participer à des modifications du métabolisme qui vont dans le sens de la structure et de la fructification. La silice n'a pas tellement d'affinité avec l'eau, elle a besoin par contre de chaleur. Et les forces planétaires derrière cette chaleur et la silice, ce sont les planètes lointaines, et notamment Saturne. Et croissance et dépérissement, dépérissement, ça paraît moins positif que croissance. Mais en fait, la bonne santé des plantes, c'est un équilibre, et la bonne santé des animaux aussi, et des humains, ce n'est pas que des forces de santé, de vitalité ou de croissance, c'est toujours un équilibre entre des forces de croissance et des forces de dépérissement. Et c'est là où il faut savoir un peu faire le bon constat et piloter. Il y a des moments où il faut rajouter des forces de dépérissement, des moments où il faut rajouter des forces de vitalité. Et donc la croissance va pour la plante annuelle jusqu'à la fleur qui signifie souvent l'arrêt de la croissance végétative. En fait, ce n'est pas un arrêt de la croissance végétative, c'est une métamorphose, une intériorisation de cette croissance végétative dans la reproduction. Et donc il faut voir que dans la fructification, il y a deux choses totalement opposées. Il y a la formation d'une graine, qui est la concentration de toutes les forces de croissance, de reproduction, et la formation du fruit. Alors derrière les forces de croissance, c'est non seulement la Lune, mais Mercure et Vénus. Et derrière la fructification, c'est déjà le début du dépérissement. La fleur avec ses couleurs, c'est le début de la fin. Le fruit, dans sa maturité, c'est encore un peu plus loin dans la fin. Et ces forces de fructification nécessitent de la chaleur et l'action des planètes extérieures, Saturne, Jupiter et Mars. Alors ça, c'est quand tout se passe bien, la plante fait des fruits, et on fait une belle récolte et tout va bien. Malheureusement, tout ne va pas toujours bien, et la situation que décrit Steiner dans la 6e conférence, c'est que la plupart des maladies dans les plantes annuelles, mais aussi dans la partie végétative des plantes pérennes, ne sont pas dues à un manque de force de vitalité, mais à un excès de vitalité, un excès de force de croissance que la plante n'arrive pas à gérer, à utiliser pour elle-même. Et donc l'apparition des maladies, c'est une utilisation de cette vitalité que la plante ne peut pas gérer. C'est un peu l'équivalent d'une fructification, une fructification moins intéressante commercialement parlant. Le jus de mildiou, d'odium, il n'y a pas vraiment à déboucher, puis ça ne fait pas des gros rendements non plus. Et donc le remède, dans la 6e conférence, Steiner parle d'un remède surtout pour lutter contre cet excès de vitalité en apportant de la prêle au sol. Ça a déjà été évoqué hier, et je relisais le carnet de notes de Steiner avant les conférences. Il dit la prêle ne va pas enlever l'eau, mais l'image qu'il donne, la prêle va enlever à l'eau sa capacité de mouiller, rendre l'eau non mouillante. C'est la force opposée à la force de l'eau. Et dans d'autres conférences, notamment les conférences de médecine, et aussi un peu dans les conférences aux ouvriers, Steiner parle d'un autre aspect. C'est pas enlever la capacité de l'eau à mouiller, c'est carrément enlever les forces de l'eau. Et là, il propose de faire des décoctions d'écorce d'arbres, fortement pénétrées par les forces astrales. Parce que cette écorce, c'est le plus dépérissant. Le tronc, c'est déjà pas mal dépéri avec le bois, mais l'écorce, c'est encore plus loin dans le dépérissement. Et ce sont ces forces de dépérissement qui vont permettre de rééquilibrer l'excès de forces de vitalité. Alors les arbres fortement pénétrés par les forces astrales
d'après Steiner, on peut les reconnaître grâce à leur richesse en tanins. Et il cite notamment l'écorce de chêne et l'écorce de saule ou d'osier. Alors, c'est-à-dire, cet équilibre à l'échelle de la plante, il n'est pas toujours facile à réaliser, malgré toute la bonne volonté. Il faut le réaliser à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de l'organisme agricole, du domaine, et même des fois, il faut aller plus loin, à l'échelle de la petite région de l'écosystème. Et toujours dans cette 7e conférence, quand les moyens à l'intérieur de la parcelle ne suffisent pas, peut-être qu'il faut agir sur l'écosystème. Et Steiner propose que s'il y a trop de phénomènes de dépérissement, il faut avoir le courage de reboiser, de refaire un équilibre entre les forêts et l'activité agricole. Et à l'inverse, si les plantes sont trop végétatives, trop luxuriantes, il faut déboiser. Il y a aussi un équilibre dans l'écosystème à gérer. Et la question, ça paraît bizarre de raisonner ça en termes de polarité entre la vie du sol et la vie de la plante. Parce qu'actuellement, il y a tout un courant de pensée pour faire du sol vivant. Et ce courant de sol vivant déborde largement de la biodynamie. On le trouve dans la bio et on le trouve même dans l'agriculture conventionnelle, avec l'agriculture de conservation, les techniques de semi-direct, etc. Mais j'ai fait quelques constats sur le terrain, c'est que la vie du sol ne profite pas toujours à la plante. Et si je reprends l'exemple de l'arbre, l'arbre c'est un peu comme une butte qui va aspirer la vitalité du sol. Donc toute la vitalité du sol va aller dans la couronne de l'arbre ou dans les rameaux de l'année pour un cep de vigne. Mais la contrepartie de cette aspiration de la vitalité vers le haut, c'est un appauvrissement de la vitalité dans le sol. Et c'est pour ça que Steiner dit que l'écorce, les racines, le sol autour des racines est dévitalisé et permet la présence des larves. Et ça, je l'avais déjà lu plusieurs fois. Et c'est en faisant des constats sur le terrain, même chez des agriculteurs conventionnels, des gens qui depuis 15 ans font tout pour rendre le sol vivant. Au bout de 15 ans, ils y arrivent, sauf qu'ils ont de plus en plus de problèmes pour faire des récoltes. Et je me demande si on ne peut pas avoir le phénomène inverse. Si on devient trop polarisé par la vie du sol, on peut peut-être le payer par un affaiblissement des forces de vie pour la plante. Et tous les systèmes en conventionnel, entre autres, mais parfois aussi en bio, en biodynamie, on augmente la vie du sol, on est très content parce qu'il y a plein de vers de terre, plein de petites bêtes, etc. Et malgré cette vitalisation du sol, on ne fait pas plus de rendement qu'avant et généralement moins de rendement qu'avant. Donc c'est là où il faut, bien sûr, aller dans le sens de la vie du sol, mais il faut que cette vie du sol profite à la plante. Et avant, on ne s'occupait pas de la vie du sol, on la court-circuitait même en agriculture conventionnelle, mais là, on est basculé dans l'effet inverse, on veut faire de la vie du sol pour la vie du sol. Et des fois, ça ne produit pas grand-chose. Et il y a des pratiques, aussi bien en conventionnel qu'en bio, qu'en biodynamie, qui vont peut-être un peu trop loin dans la vitalisation du sol par rapport à la vie de la plante. Alors il y a des notions de rythme aussi à respecter dans tout ça. Et les rythmes de base au niveau des planètes, il y a toujours ces planètes qui ont des orbites inclinées par rapport au plan de l'équateur terrestre et céleste. Du coup, ont toujours des phases ascendantes, comme le Soleil, et des phases descendantes. Alors on peut au milieu de la phase ascendante, c'est le printemps. Le Soleil est ascendant du solstice d'hiver au solstice d'été, descendant après. Au niveau de la Lune, on a aussi un phénomène de lune ascendante et lune descendante. Et à l'échelle de la journée, c'est le matin, qui est l'équivalent de ce printemps solaire. Et la phase descendante, c'est l'automne. La lune descendante, que Maria Thun appelle directement la période de plantation, et le soir. Alors dans ces notions de rythme,
il y a des tendances naturelles, un peu des sinusoïdes naturels. Et dans les pratiques, les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut que j'accentue le courant? Et à ce moment-là, pour accentuer la tendance naturelle, c'est une petite pichenette, ça suffit. Ou peut-être qu'il faut que je freine le courant. Et là, freiner le courant, il faut une action un peu plus violente quand même. Mais on peut aussi, il y a peut-être besoin de freiner le courant, ascendant ou descendant, mais si on le fait à contre-temps, on bloque le phénomène végétatif. Et donc il y a des moments, peut-être que même les horaires de passage des préparations biodynamiques, c'est peut-être pas les mêmes au printemps et en automne. Alors qu'on applique des fois des recettes un peu équivalentes dans la phase ascendante et descendante. Et l'autre aspect de la vie du sol et de la vie de la plante, c'est aussi un petit peu décalé dans le temps. Entre les deux saisons de base, l'été et l'hiver, l'été, la plante s'exprime, la plante vit, et il y a beaucoup d'activités biologiques aussi dans le sol et dans la plante. Mais quand Steiner parle de la terre pendant l'été, il ne dit pas qu'elle est très vivante, il dit au contraire qu'elle est presque morte, en tout cas qu'elle s'endort. La vitalité va dans la plante, mais elle quitte un peu la terre. La terre rentre en sommeil pendant l'été, et c'est la plante qui en profite. Alors que l'hiver, c'est l'inverse. L'hiver, la plante ne pousse plus, elle est à l'état de repos, à l'état de graine, ou à l'état d'arrêt végétatif pour les plantes pérennes. Mais par contre, la terre devient de plus en plus vivante. Vivante au sens réveillé. Elle augmente sa conscience, sa sensibilité aux forces cosmiques pendant l'hiver. Et ce qui se passe pendant l'hiver, le reflet de cette vitalité d'éveil de la Terre, c'est une activité non pas des micro-organismes ou des autres petites bêtes dans le sol, mais une activité des minéraux. Et l'activité des minéraux décrite par Steiner, c'est la tendance à la cristallisation, un peu comme la neige. Cette tendance à la cristallisation a lieu pendant que le Soleil circule entre le Scorpion et le Verseau et connaît son maximum entre le 15 janvier et le 15 février, quand le Soleil est dans le Capricorne. Mais l'important, ce n'est pas la cristallisation. Une fois que la cristallisation est achevée, au 15 janvier, dans le moment où on est, les cristaux figés n'ont plus d'importance pour les plantes. Et les plantes ne sont pas en état de les percevoir. L'important, et Steiner le signale bien, c'est ce qui se passe avant la cristallisation, dans le début de la cristallisation, et un peu dans le début de la décristallisation. Et l'important, ce n'est pas le phénomène de cristallisation, c'est le fait que cette cristallisation libère des forces. Et cette libération de forces profite aux plantes, notamment aux racines des plantes, justement la fameuse date de la Sainte Catherine, où tous les arbres prennent racine. C'est pas la cristallisation directement, mais la libération d'énergie qui se retrouve disponible pour la plante par la cristallisation. Et dans la cristallisation sensible, c'est pareil. Une fois que les cristaux sont formés, il n'y a plus du tout de sensibilité. Mais c'est la libération. La cristallisation est l'inverse, le négatif des forces de croissance végétative. Alors l'autre polarité, on s'approche de la fin, c'est une polarité dans les modes de connaissance. Et dans ces modes de connaissance, il a été déjà évoqué à plusieurs reprises la notion d'élargissement de notre compréhension de notre connaissance. Cet élargissement, il faut le voir non pas en opposition, mais en termes de collaboration entre l'approche scientifique et l'investigation spirituelle. C'est-à-dire, bien sûr, certains scientifiques sont peut-être un peu trop matérialistes, mais certains biodynamistes anthroposophes, des fois, ne sont pas assez scientifiques. Ne connaissent pas. Il faut, dans les conférences pour la médecine, ce qu'a montré Georg hier, il faut que les médecins soient déjà des médecins pour apprendre, étudier les méthodes de la science spirituelle. Et il faut que les agronomes soient déjà des agronomes ou des bons paysans avant de s'intéresser aux méthodes de la science spirituelle. Parce qu'il y a des collaborations, des compréhensions à approfondir, mais on ne veut pas faire de la magie qui va remplacer, court-circuiter la connaissance de base que l'humanité a mis quand même quelques millénaires à acquérir.
Et donc, en termes de conclusion, voilà, cette polarité, c'est un exercice qui peut être utile, mais il faut résoudre cette polarité, arriver au diagnostic et à l'action. Et l'image que j'en donne, c'est une image un petit peu mathématique. C'est une famille de courbes qui s'appelle les courbes de Cassini. Et ces courbes de Cassini, vous voyez qu'elles ont différentes formes, alors c'est exactement la même famille. Toutes ces courbes sont régies par la même équation. Il suffit de changer de paramètre dans l'équation et on passe d'un quelque chose de presque ovale, une forme unitaire, à une forme totalement polaire, à une forme de lemniscate qui fait la convergence, la circulation entre les deux pôles, avec une seule et même équation. Et je trouve que c'est une image un peu du chemin qu'on peut essayer de cultiver dans la biodynamie, de cultiver à la fois une rigueur mathématique, scientifique, et une mobilité de l'esprit. Avec la même équation, on peut faire toutes ces courbes-là. Et donc, c'est ces deux piliers sur lesquels on peut avancer dans l'élargissement de la connaissance, c'est rigueur et mobilité, à ne pas confondre avec rigidité et agitation. Et c'est avec ces deux piliers-là qu'on peut avancer dans la compréhension du vivant et dans la pratique d'une biodynamie juste. Je vous remercie de votre attention.